Douane littéraire, vos feuillets s'il vous plaît. Pour inaugurer une série d'interviews consacrées aux écrivains qui se frottent à la douane et aux douaniers qui se piquent de littérature, l'Association pour l'histoire de l'administration des douanes ne pouvait rêver mieux que de recueillir la déposition de monsieur Francis Carpentier. L'association se réjouit de pouvoir entendre enfin, derrière ses vers et sa prose infalsifiable, la voix de l'auteur de la belle formule « Douane littéraire », formule aimablement léguée à la rubrique dédiée sur ce site internet. Fraîchement ancien douanier et franchement actuel écrivain, Francis Carpentier slalome entre les écueils de la banalité et collectionne les recueils de poésie et de nouvelles. Francis Carpentier, bonjour. Vous êtes le premier auteur contrôlé par la douane littéraire, comme quoi on est toujours attrapé par ses créations. Votre casier littéraire indique que vous auriez trempé dans toutes sortes de combines en qualité d'une part de cascadeur de genre, vous êtes poète, romancier, nouvelliste, slammer, animateur radio, etc. Et d'autre part en tant que catcheur de forme. Vous désossez les sonnets, francisez les haïkus et charpentez les polars, pour paraphraser un célèbre film de Jean-Marie Poiré. Francis Carpentier, première question d'usage, qu'avez-vous à déclarer ? Bien, bonjour également. Voilà, vous auriez pu mettre quand même dans ce palmarès quantité de procès-verbaux, de comptes rendus, de rapports d'audit, etc. Rédiger un sonnet, rédiger un haïku sur les bords d'un lac, d'un parc oriental, ou rédiger un procès-verbal circonstancié sur le capot d'une 4L, comme ça m'est arrivé assez souvent, finalement c'est toujours le même exercice, sauf que dans un cas, on essaie de faire passer de concrétiser une émotion qu'on ressent, de faire passer l'idée d'une ambiance, alors que dans le second cas, on s'attache à être au plus près des faits. J'ai toujours bien aimé cette expression de rapport circonstancié, où il faut donner exactement une image de la réalité pour que le lecteur perçoive ce qu'on a voulu y mettre, c'est-à-dire dans le second cas, le cas du procès-verbal, une réalité qui lui permettra d'apprécier la situation telle qu'elle était la plus fidèle possible, alors que dans le poème ou le haïku, évidemment, on va essayer de transmettre l'émotion. Et c'est donc, il faut adapter simplement le style et le genre qu'on va utiliser à la chose qu'on veut faire passer auprès du lecteur. Et donc c'est pour ça que triturer les sonnets, écrire une nouvelle, écrire un roman, on s'applique à donner des aspects de la réalité différentes. C'est simplement un choix d'outils. Francis Carpentier, vous qui n'êtes pas connu pour agrémenter votre café matinal de cohérence, la douane littéraire, au fond, c'est un oxymore, une évidence, un hasard, une conquête ? Pour moi, c'est une réalité comme une autre. Qu'est-ce que la douane ? La douane, on a rapport à une frontière. Une frontière, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est Régis Debray qui disait que c'est plus un lien que quelque chose qui sépare. Surveiller une frontière, c'est quoi ? Est-ce que c'est comme dans le désert des Tartares, attendre un événement qui n'arrivera jamais, une surveillance inactive, ou alors effectivement entrer dans l'action de la surveillance telle que j'ai pu la pratiquer, ou entrer dans l'action de la recherche de fraude économique dans les documents, dans les opérations commerciales. Finalement, c'est tout à fait un exercice littéraire ou qui donne matière à une création littéraire dans un cas comme dans l'autre.
Selon nos aviseurs du site lelittéraire.com, vous n'avez jamais été prince d'Aquitaine, malgré votre lutte constellée, même si vous avouez avoir squatté pléthore de tours abolies avant d'atterrir avec plumes et bagages dans votre Ithaque angevine. Quelle place occupent les mythes dans votre vie littéraire ? Bon, alors les mythes, on ne vit pas sans mythes. Je dirais pas que nous vivons dans une société mythée, parce qu'effectivement, quelquefois, on pourrait penser qu'elle est rongée par des choses un peu bizarres. Mais c'est vrai que le mythe est quelque chose, c'est un peu comme les rêves d'enfants, comme le Père Noël. Il existe et il n'existe pas. Et on a besoin quand même de s'évader par l'imagination, de transformer la réalité. Alors, j'aime bien dans votre question, c'est que vous parlez de prince d'Aquitaine. Et alors, il y a un poète qui compte beaucoup pour moi, notamment son manuscrit trouvé dans un chapeau, c'est André Salmon, qui était lui-même un familier du douanier Rousseau et de Guillaume Apollinaire. Et alors, dans ce manuscrit trouvé dans un chapeau, il y a un de ces textes qui m'avait frappé, j'avais lu ça quand j'étais ado, et j'avais découvert cette forme de poésie des surréalistes ou des pré-surréalistes, et je vais essayer de vous le dire quelques extraits. Si j'étais prince d'Aquitaine, troulala-itou, troulala-itaine, je voudrais être comte de Poitou, troulala-itaine, troulala-itou. À trop chercher, on perd sa peine, troulala-itaine, troulala-itou, et l'on y perd sa joie, itou, trilala-itou, troulala-itaine. Pour le sage, exil et migraine, troulala-itaine, troulala-itou, l'amour et la santé au fou, troulala-itou, troulala-itaine. Alors moi j'aime bien cette poésie, elle paraît légère et en fait à mon avis elle est très profonde, voilà. Ils sont près de 20 000 braves, au manteau sombre, au képi bleu, anciens chasseurs, marsouins ou zouaves, ne craignant pas le coup de feu. Vous avez déclaré à plusieurs reprises, Francis Carpentier, que la boussole de votre inspiration pointait invariablement vers Septentrion. Parlez-nous de ces muses qui viennent du Nord, de la Gaule belgique et de votre mission à Bruxelles. Alors bon, parler des muses, les muses c'est un peu comme les aviseurs en douane, hein, ça a droit à l'anonymat, donc j'en parlerai pas. Mais effectivement, bon, j'ai vraiment la boussole qui est tournée vers, comme chacun je pense, vers son pays d'origine, et je suis natif de la région lilloise, donc j'ai toujours eu, quand je reviens dans le Nord, quand je vais en Belgique notamment, quand je reviens sur l'île maintenant, la façon dont il a évolué après les friches industrielles, bah, je suis chez moi et effectivement j'y trouve un environnement qui m'est favorable et où ça me rétablit un peu la santé, ça me régénère je pense, et donc voilà, le Nord effectivement, cette mission à Bruxelles c'était un peu ça, bien qu'elle était un peu dépaysante. De la frontière, gardien fidèle, nuit et jour ils sont en danger, le chaud, le froid, les bises cruelles, rien ne saurait les déranger. Revenons à présent, si vous le voulez bien, sur votre séjour ardennais dans la forteresse de Montessor, en qualité de 5e frère Aymon, dites-vous. Pouvez-vous nous expliquer votre révolte avortée contre Rimbaud de Charleville, à défaut de vous en prendre à votre icône Charlemagne de l'Ain? Pourquoi avoir notamment choisi la forme du sonnet pour votre recueil poétique Douane? Était-ce pour lutter à armes égales avec l'auteur du poème Les Douaniers? Alors là, il faut quand même que je précise une chose, je suis loin de là, pas du tout en conflit avec Rimbaud, au contraire, moi Rimbaud je l'ai découvert, j'avais 16-17 ans et j'y ai trouvé une proximité, je l'ai lu comme si je me regardais dans un miroir, je me suis vu ado, je me suis vu errant, et je me suis vu avec toutes ces révoltes et puis ces imaginations, et toute ma vie m'accompagne. Il y a des vers de Rimbaud qui toute ma vie m'accompagnent. Il y en a une, évidemment, ça fera rire tout le monde, quelques-unes des voix, il s'agit de moi, vertement s'explique. Peu importe la suite, c'est quelque chose qui me revient facilement en tête. Alors, bien sûr, tous ces mythes ardennais,
les frères Raymond, toute cette vie de Charleville, etc. C'est un univers effectivement de ma jeunesse, de mon enfance, et je m'y trouve très bien. La forme du sonnet, eh bien, c'était une époque où je n'avais plus écrit vraiment de poèmes pendant plusieurs années, et je voulais renouer avec la poésie, et je me suis dit, bon ben, c'est un peu comme tout art, comme tout exercice, voyons un peu comment on se plie aux règles de l'art. Donc j'avais choisi le sonnet pour y condenser, et donc y condenser quoi? Y condenser des petites histoires, hein, et ce qui n'est pas forcément l'usage qu'on donne à cette forme de poésie, y condenser des petites histoires. Et j'avais quantité de notes que j'avais mises de côté dans l'intention de faire des nouvelles. C'était des histoires de douaniers, des récits qu'on m'avait racontés, des choses que j'avais pu constater, des gens que j'avais rencontrés. Et donc j'en ai fait ces sonnets douanes qui sont paradoxalement non pas des sonnets romantiques, mais je dirais une poésie d'action. À ceci près que ce n'est pas non plus quelque chose d'aberrant ni nouveau, puisque Joachim du Bellay avait un peu fait la même chose avec son séjour à Rome. Hein, donc c'est pas une idée originale que d'y mettre de l'action, c'était un peu inhabituel, c'est tout. Respectez le douanier qui passe, toujours le premier au combat, car sa bravoure n'est jamais lasse, c'est pour la France qu'il se bat. Vos sonnets sont dépourvus de titres, afin de ne pas les enfermer, dites-vous. Mais ils ont une voix, que nous aimerions beaucoup entendre. Consentiriez-vous à vous faire tirer les vers de la langue ? Oui, alors, vous voulez donc que je vous en dise un? Oui, bien, je vais prendre celui-ci. Est-il... Parce que, en fait, oui, chez Sonnet, il y a quand même de la nostalgie, c'est une période révolue. Ces douaniers, c'est les douaniers de la fin du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, j'imagine. Bon, je n'ai plus de lien avec le métier depuis longtemps, mais j'imagine que les choses ont beaucoup changé. Et donc, c'est effectivement de la nostalgie dans ce sonnet que je vais vous dire, là. Est-il encore des anciens pour entretenir les pantières, imaginer les souricières en observant qui va, qui vient, des nostalgiques qui surveillent des jours durant des lieux perdus, des sentiers qu'on n'emprunte plus, ou des entrepôts qui sommeillent. Hors des voies de circulation où grouille le menu fretin, se faufilent les gros poissons. Pas vus, pas pris, passé muscade, rient les fraudeurs quand l'embuscade n'est pas tendue sur leur chemin. Leur probité, leur dévouement, que rien n'abuse ni rien n'arrête, se manifeste journellement, pour le devoir leur vie est prête. À la suite de vos illustres prédécesseurs, Jacques Boucher de Perthes et Nathaniel Hawthorne, vous dressez une truculente galerie de portraits douaniers dans votre recueil. Le Caïman, la Chaloupe, Milou, Monsieur Caton, Kiki, l'inspecteur de Fès, le contrôleur Jeff, Coco, Henri, Tonton de Sainte-Mère-Église, Willy, Soko, et vous restituez les odeurs et couleurs d'un certain art de vivre en douanier. Pourquoi était-ce important pour vous de rappeler la culture, le vocabulaire et l'histoire de l'administration des douanes dans ce recueil ? Notamment lorsque vous évoquez le fermier Lavoisier et Henri Rousseau, ce peintre qui n'avait de douanier que le nom. Ce que je voulais faire, effectivement, c'est un peu évoquer, c'est-à-dire que, bon, on n'est pas dans le chamanisme ni quoi que ce soit, mais évoquer ces figures disparues dans un monde qui est un peu révolu, et qui est pourtant, c'est surtout des gens qui étaient quand même très riches en humanité, des gens ordinaires qui vivaient des histoires extraordinaires finalement. Ça, de l'extérieur on s'en rend pas compte, et moi je voulais justement mettre un peu en valeur ces qualités extraordinaires qu'ils avaient, cette vie extraordinaire qu'ils avaient et qui était pourtant leur quotidien. Donc Kiki né à Dunkerque, qui va faire son service militaire à Tamanrasset, où il construit une piscine en plein désert, là où
au pays des Touaregs, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, il avait une vie banale. C'était quelqu'un de très modeste, qui a jamais eu... Son grand plaisir, c'était de taquiner sa hiérarchie supérieure, ce qui lui a cassé sa carrière. Mais c'était son seul plaisir. Tout le reste, ça a été une vie laborieuse. Voilà. Et Kiki, je le salue si un jour il lit la rubrique. Et d'autres, tous étaient des gens extraordinaires. Coco, c'était une des premières filles en surveillance. Elle maîtrisait parfaitement son travail. Elle était, en même temps, elle élevait ses enfants. C'était quelqu'un d'extraordinaire, là aussi modeste. C'était pas des gens qui avaient des grandes ambitions, mais elle parlait à tout le monde. Les dockers lui parlaient, tout le monde sur les quais lui parlait. C'était une fille qui était extraordinaire en matière de renseignement. Et puis on tapait juste, on tapait pas sur des images apparentes, etc., etc. Donc je voulais effectivement un peu leur rendre hommage, parce qu'ils méritaient un peu qu'on le fasse. Donc c'est comme ça que je les ai incorporés dans ces petites histoires. J'ai raconté des aspects de leur vie, puis il y en aurait bien d'autres. Le héros de notre France, veillant sur elle, la défendant, Bitch et Longwy virent la vaillance dont ils firent preuve en combattant. Bivouacons à présent au château de Moulineaux, où vous fûtes, selon vos dires, le neveu de Robert le Diable au pays de Caux, et accessoirement maître du port de Rouen. Vous aiguisez l'appétit du lecteur dès l'entame de votre recueil Douane par une savoureuse charge contre les psychopompes avisées qui dématérialisent du gablou. On serait pourtant tenté de vous objecter que les douaniers, à l'instar de leur divinité tutélaire Hermès, sont psychopompes par essence. Alors moi, le mot de psychopompe, effectivement, qui est la conduite des morts là où ils doivent aller, pourrait s'appliquer aux douaniers dans la mesure où il peut leur arriver, en partant d'une situation, de trouver la sortie et donc de l'offrir aux gens qui sont dans la situation dans laquelle ils les ont trouvés. Mais pour moi, psychopompe, c'est quand même quelque chose qui a lien avec le royaume des morts. Pour moi, ces douaniers là dont je parle, moi, que j'ai connu, et ce qui m'a plu à leur contact, c'était des gens qui étaient pleins de vie, c'est des gens qui vivaient, c'est des gens qui se débattaient quelquefois pour vivre, parce qu'avec leurs maigres moyens et puis quelquefois des problèmes familiaux importants. Et donc je crois que sont des êtres, et ça fait partie de leur métier, c'est à ça qu'ils ont en contact avec les autres humains. Ce sont des gens qui sont justement amoureux de la vie, sont gourmands de la vie, et donc ils font leur métier en conduisant les vivants en tapant dans le vif. Donc c'est pour ça le terme psychopompe, moi je l'avais réservé plutôt aux personnes qui planifient quelquefois, qui ont planifié notamment certaines procédures en se jetant à corps perdu dans l'électronique, où on a perdu ce contact humain, cette relation humaine, etc. C'est un peu ça que je voulais dire. Les psychopompes avisés sont des gens qui certainement ont mis en place des plans rationnels, mais c'est un peu l'image aussi de notre société qui déshumanise un peu la vie donc tous les jours, et puis ça complique un peu la vie des gens modestes. Donc, mais c'est un destin auquel on peut pas échapper, hein. On en sortira peut-être un jour, ou la génération qui suit, mais c'était la dématérialisation qui était la mort donc finalement de ce monde que je décris, qui est encore une fois celui d'une vie portuaire à la fin des années 2000, quoi, hein. Est-il une arme plus méritante, faisant son devoir modestement? Sa devise n'est-elle pas constante? Honneur, patrie et dévouement. Pour compléter le festin, vous avez eu l'amabilité de repêcher dans les douves de Montsalvage, ou plutôt Montsalvat, l'ombre de votre double, ou plutôt de votre jumeau Perceval sur les bords du Rhin. Vous parlez souvent de l'urgence de vous débarrasser de vos textes. Le Graal brûle-t-il à ce point? Oui, alors Perceval a raté le Graal, en fait, hein. Il assiste à la procession, et il reste paralysé, silencieux, témoin silencieux, au lieu d'aller au devant des membres de la procession, et donc c'est comme ça qu'il le rate, hein. Il faut savoir communiquer, c'est un peu la leçon de l'affaire.
savoir aller vers les gens, il faut savoir échanger avec le lecteur. Et donc finalement, il ne faut pas rester inerte. Donc est-ce qu'on attrape le Graal finalement? Ça je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il existe ou il existe en différents endroits. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la chose à ne pas faire, c'est de laisser passer la procession sans participer, sans communiquer avec ses membres, etc. Donc l'idée d'écrire, c'est effectivement d'entrer en communication avec la procession des lecteurs. Et j'espère qu'elle sera très très abondante, très nombreuse cette procession, parce que j'aimerais bien avoir beaucoup plus de lecteurs encore et toujours plus, c'est normal. Vous avez bien compris que je vise le Nobel. Le jour, la nuit, par tous les temps, ils partent au loin, bricolent au dos. Et soit l'hiver ou le printemps, ils sont joyeux sous leur fardeau. Ultime halte auprès de votre mythique figure maternelle, Dame Carcasse, sans qu'il soit nécessaire de préciser pour quel donjon sonnent ces cloches, afin d'évoquer votre passion pour le roman, noir comme la montagne qui borde son horizon. À vous lire, on serait tenté de vous imaginer dans la cuisine de l'enfer à New York, jetant vos auteurs préférés dans un chaudron, Herman Melville, Cervantes, Dashiell Hammett et Charles Delin, agrémentant le tout d'une certaine dose d'imagination et d'un onirique soupçon de logique afin d'en extraire la pierre philosophale de vos polars. Mais sans doute sommes-nous loin de la vérité. Oui, ben c'est un peu ça, non? Vous avez bien cité mes auteurs de prédilection. Enfin, j'oserais pas les appeler mes maîtres, mais ça pourrait être mes grands maîtres en tout cas. Un grand chaudron d'imagination et on en tire des histoires. C'est ça l'idée, c'est de tirer des histoires qui donnent à penser, des histoires qui donnent à rêver. Hein, même si j'écris des vers, sont effectivement des histoires, comme je l'ai déjà dit. Et finalement, c'est peut-être ça ce qui me plaît dans ce métier d'écrivain, dans lequel j'ai essayé d'entamer cette seconde carrière. Et c'est effectivement les références qui alimentent qui nourrissent mon imagination. Vous les avez citées, que ce soit Melville, Cervantes, Delin, effectivement aussi, hein, les contes d'un buveur de bière, et puis aussi d'autres, hein, Dashiell Hammett, mais aussi Jacques-Alain Léger, etc. C'est une grande cuisine avec quand même pas mal de chefs qui sont passés et dont les recettes ne sont pas vraiment des recettes. En fait, ils nous donnent leur plat à goûter et à nous d'en tirer nos propres recettes, et c'est ça qui est intéressant. Sur nos côtes, quand sonne l'alarme, ils ne sont pas là les derniers. Le porte-amarre est une bonne arme entre les mains de nos douaniers. Rares sont les polars mettant en scène des figures de douaniers, y compris ceux écrits par des gabelous. Comment l'expliquez-vous? Alors, les douaniers dans la littérature noire, hein, dans ce qu'on appelle le polar, effectivement apparaît rarement en personnage principal, en premier plan. D'ailleurs, on ne parle pas de roman douanier, on parle de roman policier. Et il est certain que dans le polar, qu'on accède par une énigme à la Agatha Christie, ou qu'on accède par les romans de Gaboriau et qui ont suivi sur l'histoire d'un enquêteur qui poursuit et qui résout une énigme avec des systèmes d'indicateurs. C'est vrai que ça a toujours à faire avec des meurtres, des crimes sanglants, des disparitions d'enfants, etc. C'est le résultat du grand guignol, et le lecteur aime les affaires un peu sanglantes, les faits divers, aussi les journaux détectives, etc. Les douaniers là-dedans n'ont pas leur place, ou alors effectivement, comme une escroquerie, comme une fraude douanière, ce sera un réseau de contrebande, mais ce sera toujours des gangsters qui finiront avec des meurtres, des règlements de compte, etc. Donc ce sera la police qui aura la maîtrise du jeu. Alors je cite quand même une exception, au moins il y en a quelques-unes. C'est dans les années 50-60 où les histoires de marché noir, etc. étaient encore fréquentes, donc on était plus proche quand même des fraudes douanières. Il y a un titre qui s'appelle L'abominable homme des douanes, qui est paru en 63,
en 58 à la série noire, un bouquin de Clarence Veff, et qui a été tiré en film par Marc Allégret en 1963. L'abominable homme des douanes, évidemment, c'est pas valorisant, mais c'est un agent d'un bureau de Marseille, un agent de constatation qui fait l'objet d'une tentative de corruption et puis finalement qui démantèle complètement des réseaux d'héroïne à l'époque. Bon, c'est un peu l'exception. Par contre, vous avez aussi souvent la douane qui intervient, par contre là c'est plus fréquent, en second plan comme la référence sérieuse pour compléter une enquête policière, notamment quand il s'agit de fraude. Alors je voudrais citer là, plus récemment, c'est Dominique Manotti quand même qui a traité des affaires proches de l'affaire Clearstream et compagnie, et il y a toujours un moment où là c'est la DNRED, le policier est dans une impasse, il s'adresse à la DNRED et puis qui lui fournit l'assistance nécessaire et lui règle son problème. On voit aussi apparaître Trafin et compagnie. Et puis vous avez dans d'autres affaires, vous aviez aussi, oui, à l'époque de la guerre froide, vous aviez les romans de Lyne Dayton, qui est un romancier anglais, donc c'était des histoires d'espionnage, mais il avait une source et une collaboration ferme pour toutes les affaires de trafic de ces espions en Europe. C'était aussi un officier des douanes français, donc dans une position tout à fait valorisante, mais toujours en second plan. Et alors je voudrais citer aussi un auteur que j'ai eu, qui est un ami, qui s'appelle François Bluch à Carcassonne, et donc il écrivait des choses, il était très pris sur des enquêtes, il avait mis en place un inspecteur et son adjoint, un commissaire et son adjoint qui faisaient des enquêtes sur les sectes, etc. En Occitanie, et il avait mis il a fait un bouquin, un roman policier où il met en scène une brigade de garde-côte des douanes qui lance une opération, qui arraisonne une opération de trafic d'héroïne en mer du côté de Port-le-Cat. L'affaire se termine par une course-poursuite des contrebandiers qui se sont échoués sur la plage, etc., dans les marais et compagnie. Et donc, son affaire complètement inventée. J'ai eu la coïncidence de la rencontrer presque mot pour mot du scénario, à l'identique, lors d'une opération qui s'était déroulée du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer, une opération montée par la DNRED et puis d'autres services, et où également le bateau des contrebandiers d'héroïne s'échoue, avec une course-poursuite dans les marais, etc. J'avais pensé à la coïncidence. Peut-être que aussi le romancier est prémonitoire, mais il n'a pas forcément l'œil sur l'affaire douanière, donc lorsqu'il écrit, sinon peut-être on en aurait un peu plus. Ils savent en paix défendre la France contre les pires contrebandiers. En guerre ils en ont l'espérance, leur drapeau se couvrira de laurier. Parlez-nous de l'influence sur votre œuvre de ce douanier américain qui avait nom Herman Melville. Pourquoi l'avoir ressuscité dans votre polar intitulé « Herman Melville vous salue bien » ? Est-il votre Virgile ou votre Béatrice ? Il serait quand même plutôt mon Virgile, hein, mais Herman Melville, moi je trouvais drôle la coïncidence que l'auteur de Moby Dick soit un douanier américain, qui a quand même pratiqué 20 ans sur le port de New York et qui était réputé pour son intégrité, ce qui n'était pas forcément, si l'on en croit certains échos, ce qui n'était pas forcément l'apanage de tous les douaniers de l'époque. Et donc ce douanier Melville, lorsqu'on entend des universitaires parler de son œuvre, il tente toujours d'éluder la question. On occulte un peu le fait qu'il ait exercé ce métier méprisable probablement à leurs yeux de douanier. Alors c'était un peu une revanche. Donc je voulais mettre douanier Herman Melville en présence avec quelqu'un aussi dont je n'aime toujours pas l'image qu'on en donne, qui est Jacques Kerouac,
mais avec lequel, je dirais, je m'étais réconcilié à l'époque et j'avais trouvé un personnage aussi différent de l'image qu'on en donne. Et donc j'étais parti de là pour ce roman, puis après j'avais trouvé intéressant de poursuivre et donc d'en faire un héros, un douanier qui n'est pas du tout écrivain, qui n'est pas un intellectuel, c'est un passionné de cinéma, c'est tout. Et il vit, il fait son métier comme il le peut, c'est pas toujours facile. Et quand il est un peu livré à lui-même, parce que bon, apparemment il avait une hiérarchie qui s'occupait plus de sa carrière que de ses activités, de la carrière des dits correspondants que des activités de l'agent infiltré. Donc j'avais trouvé assez rigolo d'en faire un personnage un peu en prise avec des pieds nickelés, un peu livré à lui-même, donc qui essaie toujours de faire son travail au mieux, mais à qui il arrive toutes sortes d'aventures. Donc c'est de là qu'est venu ce roman, avec toujours ce décalage finalement entre l'image qu'on a des uns et des autres et puis la réalité du terrain telle qu'elle se pratique, telle qu'on ne la maîtrise pas et telle qu'on tente de la surmonter quand elle impose des imprévus, quoi. Voilà, c'était ça un peu l'idée, donc ni plus ni moins, mais c'est vrai que je suis un grand admirateur de Melville et je pense que c'était quelqu'un aussi, un immense écrivain bien entendu, mais là je ne dis rien d'original. Pour clore la procédure, Francis Carpentier, vous disposez de 2 minutes pour traiter le sujet proposé par un autre poète et romancier, Rémy de Gourmont, dans sa série de notes intitulée « Les pas sur le sable ». Pour les uns, les livres sont des bornes. Pour les autres, ce sont des échelles. Êtes-vous les uns ou les autres ? Je crains que je suis ni l'un ni l'autre. Moi, encore une fois, on va revenir. Rimbaud dépassait les bornes, c'est bien connu. Par contre, il n'a jamais cherché à se jucher sur l'échelle sociale d'une littérature classique, avec des décorations, avec des institutions, d'être connu. Il se fâche quand même et il met quand même la fin même au dîner des vilains bonhommes, bonshommes, il faut paraît-il dire. Et donc, Rimbaud dépassait les bornes. Et puis, un autre poète que j'ai en prédilection, qui était en même temps un mauvais garçon, c'est François Villon. Et lui, ce qui m'a toujours épaté, c'est qu'il déplaçait les bornes. Il a des gros ennuis avec la justice de l'époque, les autorités de l'époque de la ville de Paris, parce qu'il a déplacé une borne avec et qu'il l'a mise dans le quartier latin, dans la partie inaccessible aux autorités de la ville. Et donc c'est ce qui lui a valu ses premiers ennuis judiciaires, paraît-il. Et donc voilà, c'était des gens qui ne s'arrêtaient pas aux bornes. Alors il y a une autre citation, puisqu'on parle de bornes, c'est le sapeur Camembert aussi. Alors là aussi, on est dans la haute littérature académique, puisqu'il déclare que lorsqu'on dépasse les bornes, on franchit certaines limites, ce qui est une logique implacable. Et moi j'aime bien ces gens-là, parce que ce sont des gens qui sont quand même dans la réalité, dans la vie de tous les jours, qui ne cherchent pas les honneurs, qui ne cherchent pas à se jucher sur les barreaux d'une échelle sociale, parce qu'ils ne cherchent pas, à la limite c'est leur tempérament qui ne les y prête pas, et puis s'ils voulaient le faire, ils auraient les pires ennuis, mais ce sont des personnages qui ont de la vie, etc., qui sont au-delà des apparences, hein. Les bornes, ce sont des apparences peut-être, et là ce sont des gens qui sont au-delà des apparences, qui sont tels qu'ils sont, et puis avec lesquels donc on peut trouver des atomes crochus, ou on peut s'intéresser à des histoires pittoresques. Donc je n'irai pas sur les échelles, non, c'est quelque chose, d'abord c'est encombrant à transporter, c'est comme le piano quand on fait de l'autostop, non, on utilise autre chose comme instrument. Les bornes par contre, dans le sens où on peut les déplacer ou les franchir, c'est quand même à mon avis plus intéressant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est celle-là la réponse. Francis Carpentier, merci de vous être obligeamment soumis à ce contrôle, vous voilà dédouané pour l'éternité. Eh bien merci.